Chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui le cours de pharmacologie générale sous forme de présentation PPT de manière similaire qu'en présentiel. Je vais essayer de parler avec un rythme ralenti pour que vous puissiez suivre sereinement toutes les parties de ce cours. Donc, il est donc utile de savoir que ce cours est destiné aux étudiants de licence SVI et 6 qui doivent connaître et savoir utiliser des médicaments de manière optimale et surtout interpréter les résultats de la recherche en pharmacologie générale. Je vais faire l'impasse sur deux parties. La partie de la pharmacocinétique qui va être faite ou réalisée par un autre professeur et la partie de la pharmacologie spéciale qui est plus consacrée aux étudiants de médecine qui doivent connaître les différentes catégories de classes thérapeutiques des médicaments. Nous allons continuer avec le plan du cours, donc qui va commencer par des définitions générales et notamment celles de la pharmacologie, la pharmacodynamie, le médicament, la toxicologie, etc. Et nous allons passer donc aux agonistes, antagonistes, donc à tout ce qui concerne les récepteurs. Et comme troisième partie, quelques applications d'antagonistes et agonistes en tant que médicaments. Donc, et comme première définition, bien sûr, la pharmacologie, qui est une discipline carrefour qui touche à la fois la pharmacie, la chimie, la biologie, la génétique, la thérapeutique et bien d'autres sciences. Elle-même se subdivise en spécialités multiples. La pharmacologie moléculaire, la pharmacocinétique, la pharmacologie des populations, la pharmacogénétique, etc. Donc en fait, la pharmacologie, c'est une science qui étudie les médicaments. Son étude est capitale en médecine puisque les médicaments constituent l'outil principal et crucial pour remédier aux maladies. On va enchaîner par la pharmacodynamie, qui s'intéresse aux perturbations physiologiques provoquées par les médicaments sur l'organisme sain ou malade. C'est la branche la plus active et la plus riche de la pharmacologie. Elle tend à expliquer l'action exercée par les médicaments sur l'organisme en relation avec des perturbations de mécanismes biochimiques ou physiologiques. Quant à la toxicologie, c'est une branche qui est aussi importante que la pharmacologie. Elle a pour but d'étudier les effets nocifs des médicaments, leurs conséquences sur l'organisme. Donc, ces effets se manifestent lorsque le médicament possède des actions indésirables ou des effets secondaires, mais inséparables de son effet thérapeutique, ou des fois quand le dosage est trop élevé, ou d'autres fois quand un individu se révèle particulièrement sensible au traitement, ou encore, il y a des effets secondaires qui apparaissent suite à des propriétés pharmacologiques inhabituelles. On arrive aux médicaments. Ça pourrait être une substance naturelle, semi-synthétique ou entièrement synthétique dont la structure chimique est élucidée et ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Le médicament est souvent un analogue d'un médiateur chimique endogène dont il mime ou supprime l'effet. Donc on peut avoir des agonistes cholinergiques, on peut avoir des antagonistes cholinergiques dans le cas de l'acétylcholine ou dans le cas par exemple de la dopamine ou dans le cas de l'adrénaline. Donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples de médicaments qui sont sur le marché qui peuvent être soit des antagonistes à ces récepteurs-là ou des agonistes. Donc, on peut avoir aussi des médicaments qui sont d'origine animale ou végétale ou d'origine des microbiens. Par exemple, la pénicilline, c'est un antibiotique qui est développé à partir d'un champignon, Penicillium notatum. Et pour les végétaux, on a l'exemple de la morphine qui est extraite du pavot. Donc, c'est un analgésique de niveau 3 ou du palier 3 de l'OMS. C'est un alcaloïde principal de l'opium. Et au niveau animal, on a l'insuline ou hormone de croissance, par exemple. Il y a en fait plusieurs définitions du médicament. Tout dépend de la personne qui définit ce médicament. Donc, pour un scientifique, le médicament, c'est une entité moléculaire. Ça peut être petite, grosse, naturelle ou synthétique, qui après administration à un être vivant interfère avec des processus biologiques ou pathologiques de telle manière que l'effet final présente un intérêt thérapeutique. Ces entités sont appelées principes actifs. Alors donc, pour résumer, pour un scientifique, le médicament, ça se résume en principe actif. Pour un pharmacien, c'est une forme pharmaceutique galénique, c'est-à-dire c'est une formulation. Ça peut être des comprimés, des capsules, des sirops, des suppositoires, etc., contenant un ou plusieurs principes actifs accompagnés d'excipients ou d'adjuvants destinés à obtenir une forme administrable pour l'homme. Pour le médecin, c'est tout simplement un outil thérapeutique à sa disposition pour justement remédier aux maladies de ses patients. On va enchaîner avec les dénominations des médicaments, c'est-à-dire les appellations des médicaments.
Donc, la dénomination scientifique pour les substances chimiques définies, elle doit suivre les règles de nomenclature fixées par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, mais en général trop compliquées pour être utilisables par les médecins. Dénomination commerciale, il s'agit de noms faisant l'objet de marques déposées propriété de personnes ou de sociétés correspondant soit à un principe unique, soit à un mélange. Donc, c'est une dénomination commerciale qui peut varier d'un pays à l'autre en fonction des sociétés ou des fabricants du pays. Mais le principe actif reste dans la majorité des cas le même entre le pays, mais juste le nom change. Dénomination commune internationale, afin de pallier aux inconvénients respectifs présentés par les dénominations scientifiques et par les dénominations commerciales. Donc, il a été attribué à chaque principe actif utilisé en thérapeutique un nom simple et utilisable dans tous les pays. Quant aux catégories des médicaments, il y a des produits officinaux, c'est-à-dire les médicaments que les pharmaciens doivent détenir dans leur officine, dans leur pharmacie, et dont les caractéristiques sont décrites dans un livre qui est de force loi, c'est la pharmacopée, qui comprennent donc des drogues telles qu'elles ont été définies, par exemple l'opium officinal, la morphine, la codéine, etc. On a aussi ce qu'on appelle les préparations magistrales. Il s'agit de médicaments destinés à un seul malade, un seul individu, dont la composition est indiquée par le médecin et qui sont préparés extemporanément par le pharmacien. Troisième catégorie et la plus connue, ce sont les médicaments qu'on achète avec leur emballage chez le pharmacien. Ce sont les spécialités pharmaceutiques. On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Chaque spécialité reçoit une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé. Nous allons passer désormais à une notion très importante en pharmacologie, c'est la fourchette thérapeutique ou l'intervalle thérapeutique, qui correspond à un intervalle entre deux seuils. Le seuil inférieur qui correspond à l'inefficacité du traitement et au seuil supérieur qui correspond à la toxicité du traitement. Donc pour le seuil inférieur, donc si on passe en dessous de ce seuil, le traitement n'agit plus. Si on passe au-dessus du seuil supérieur, le traitement devient toxique. Donc plus la fourchette thérapeutique est large, plus on prend le traitement de manière sereine. Plus la fourchette thérapeutique est petite, plus le traitement est dangereux. Il faut faire attention dans la dose et dans la posologie. On va enchaîner maintenant avec une autre notion qui est celle de l'index thérapeutique qui permet de comparer les substances entre elles au niveau de leur effet thérapeutique et toxique. Et c'est aussi un rapport de la dose toxique chez 50% de la population, qui peut être une dose létale chez 50% de la population, sur la dose qui est efficace chez 50% de la population. Pour que ce rapport soit pertinent, il faut que les cours de toxicité et les cours d'efficacité soient parallèles. Cette notion est cependant importante car plus cet indice ou cet index est élevé, plus le médicament peut être prescrit avec sécurité. En revanche, plus elle est faible, plus ce médicament sera difficile à utiliser. C'est le cas de la guécoxine, comme d'autres médicaments, comme les anticancéreux. Une autre notion très importante, c'est la marge de sécurité. Elle est définie comme le ratio ou le rapport de la dose requise pour causer une toxicité dangereuse chez un pourcentage très faible d'individus, c'est la DT1 ou la dose toxique 1%, à la dose requise pour améliorer un état ou un symptôme, comme par exemple le mal de tête, dans une proportion très large d'individus, c'est la dose efficace 99. Donc en fait, la marge de sécurité, c'est une formule, c'est un rapport entre la dose toxique 1% sur la dose efficace 99%. Plus cette valeur est importante, moins les risques de toxicité sont importants. Nous allons passer maintenant à la variation de l'effet du médicament après des administrations répétées. Donc on peut avoir 3 cas de figure. Un effet inchangé, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire que l'effet du médicament reste identique lorsqu'il est administré d'une façon répétée chez un individu sain. Le deuxième cas de figure, c'est l'effet diminué, lorsque l'effet obtenu décroît progressivement au cours d'administrations successives et rapprochées du médicament. On dit dans ce cas-là qu'il y a désensibilisation des récepteurs. Et on va expliquer davantage cet aspect-là dans la partie des récepteurs, agonistes et antagonistes. Par exemple,
S'il y a une tolérance à la morphine chez les addicts à la morphine, on les appelle les morphinomanes, qui utilisent des doses de plus en plus élevées pour compenser la perte de l'efficacité de la morphine. Le troisième cas de figure, c'est l'effet augmenté. Ce cas est assez exceptionnel et résulte en général de l'accumulation progressive de médicaments dans l'organisme en raison de l'inhibition de son catabolisme ou d'une posologie excessive. Pour conclure cette partie, l'objectif final est d'obtenir un rapport bénéfice-risque favorable aux malades et en pratique, c'est d'administrer le médicament approprié à la bonne dose, à la bonne posologie, pendant la bonne durée de traitement avec un maximum d'effets thérapeutiques bien sûr et pas ou avec un minimum d'effets indésirables.